Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Interview Campus. Avec des notes de 495 en sciences, 499 en lecture et 493 en mathématiques, la France est 26e sur 72 du classement PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Un résultat médiocre pour le système éducatif français qui reste en dessous de la moyenne de l'OCDE. Pour commenter ces résultats, nous accueillons sur notre plateau Sylvie Bonnet, présidente de l'Union des professeurs de classe préparatoire scientifique et professeure de mathématiques en classe prépa à Besançon. Bonjour. Bonjour. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien tous les enjeux du classement PISA, commençons par une question simple. Qu'est-ce que le classement PISA ? Alors, le classement PISA, c'est un classement qui classe évidemment les différents pays. Alors, les jeunes de 15 ans, un échantillon de jeunes de 15 ans sur des compétences qui relèvent cette fois-ci pour le classement 2015 en majeur sur la culture scientifique et en mineur sur la compréhension de l'écrit et les compétences mathématiques. Donc c'est quelque chose qui évalue non pas uniquement les acquis de l'école, mais la façon dont les jeunes de 15 ans peuvent réinvestir ces acquis pour résoudre des problèmes de la vie courante. On sait que la France est 26e sur 72, mais est-ce qu'on peut la comparer avec d'autres pays, plus ou moins ? La comparaison, c'est le classement qui s'en charge. Voilà, par rapport au classement. Voilà. Non, ce qu'il faut voir dans le classement PISA, c'est que le dernier classement était déjà mauvais en ce sens qu'il marquait une chute importante, très très importante par rapport au classement précédent. Donc c'est plutôt ça, plutôt que de se comparer avec d'autres pays qui sont dans des évolutions différentes de la nôtre, hein. Il faut regarder aussi comment le classement évolue entre deux phases de classement. Donc le dernier était déjà pas bon, mais le précédent était nettement meilleur, c'est-à-dire que le dernier classement PISA avait marqué une chute très très importante des compétences des jeunes de 15 ans en France. C'est ça qui est grave. On est souvent dans la comparaison avec l'Allemagne, qui est, on va dire, notre pays pilote ou notre pays colocataire plus ou moins de l'Union européenne. Oui. Alors, l'Allemagne, il faut voir par rapport à quoi on compare, parce qu'en Allemagne, le système d'éducation est décentralisé. Oui, il est fédéral. Donc voilà, c'est fédéral, et c'est-à-dire que les différents Länder ont des politiques différentes, mais il y a des Länder qui effectivement ont des politiques éducatives qui sont absolument exemplaires. Alors ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont eu eux aussi, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais il y a une dizaine d'années, donc ils ont eu aussi eux une alerte PISA, c'est-à-dire un moment où tout d'un coup leur classement est tombé. Donc à ce moment-là, ils ont réagi, ils ont pris des mesures, ils ont fait des réformes et ça les a fait remonter de façon assez durable. Donc effectivement, il y a peut-être à regarder ce qu'ils ont fait pour remonter, pas forcément pour le copier, parce qu'on ne peut pas prendre modèle sur un autre pays uniquement pour ce qui se passe pendant 8 heures dans une semaine d'école. Vous voyez, il y a toute la culture autour, il y a tout l'environnement, il faut tenir compte de la culture et de l'environnement. Et pour la France, regarder ce qui se passe ailleurs, c'est bien, regarder comment ont fait les pays qui ont redressé un classement PISA, c'est très bien, mais il faut aussi tenir compte de notre culture, de l'histoire de notre système éducatif. Et il faut quand même se souvenir qu'on a été un pays leader dans le domaine des sciences et des maths, quoi. Et ce qui est dramatique, c'est de renoncer à ça, et tout en renonçant à ça, aller regarder si par hasard on ne fait pas mieux ailleurs. On savait faire très bien, donc à un moment il faudrait analyser plutôt pourquoi et comment on a décroché pour retrouver le fil de notre histoire. Et justement, vous qui êtes professeur de mathématiques en classe prépa, comment vous pouvez justifier justement cette chute de la France dans ce classement ? Donc, je pense qu'il y a que la place des sciences dans notre société en général, et d'ailleurs c'est ce que mesure aussi le classement PISA, est une part indigne du rôle de la France à l'international. Donc il y a une espèce de schizophrénie entre l'image que maintient encore la France de nos jours à l'international pour ce qui est par exemple du placement de nos ingénieurs. Donc les ingénieurs que forment nos écoles d'ingénieurs sont reconnus partout et sont recherchés partout. Nos prix Nobel, nos médailles Fields, tout ça, tout ce qui est notre système universitaire, notre recherche scientifique, tout ça, c'est encore très très recherché et très regardé de l'international. Le problème, c'est que à la naissance du vivier, donc dans les petites classes et tout ça, on a laissé tomber
pour une grande part ce qui faisait la force de notre formation scientifique. Alors justement, le classement PISA interroge aussi les pays sur leur capacité à mobiliser la jeunesse autour des sciences. Et on voit qu'en France, justement, les résultats, il y a un peu moins. De la moyenne est de 1 sur 4 pour la totalité des pays. Et la France, on est sur 1 sur 5. Donc, quel constat faites-vous en fait sur la situation en France ? Ben justement, c'est ce que je vous disais tout de suite. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber, on a laissé tomber l'enseignement scientifique au primaire, au collège, au lycée, au fur et à mesure des réformes, en réduisant la part de l'horaire affecté à cet enseignement et surtout en réduisant les ambitions de cette formation scientifique. Donc forcément, plus on baisse les ambitions de l'enseignement scientifique, moins les élèves ont l'occasion de faire des sciences et moins ils vont alimenter les viviers scientifiques derrière. On enseigne actuellement les sciences au collège et au lycée de façon qui ne donne pas envie aux gens d'aller faire des sciences après. Donc ça, et du coup aussi au niveau de la formation des professeurs au niveau élémentaire, si effectivement les sciences ont moins d'importance, il y aura moins aussi de formation professionnelle vis-à-vis des professeurs. Exactement. Donc, comme on a un vivier de gens qui sont formés en sciences et qui veulent aller faire des sciences derrière, qui est tout juste suffisant pour alimenter les formations d'ingénieurs, de scientifiques dont on a besoin, forcément, tous les autres métiers vont être pris dans une population qui n'a pas eu de formation scientifique à proprement parler. En particulier, les professeurs des écoles, qui pour 80% d'entre eux ou plus, sont des gens qui au départ ont une formation littéraire ou alors une formation en sciences humaines, jusqu'au niveau de la licence. Et l'enseignement qu'on leur apporte ensuite dans les SP, c'est-à-dire les centres de formation d'enseignants, qu'on leur apporte pour qu'eux-mêmes puissent enseigner les sciences, il est mal fait. Et justement, quelques jours avant le classement PISA était sorti celui du TIMSS. Il était catastrophique en France. On a vu qu'on avait, au niveau de l'Union européenne, on était dernier en mathématiques et avant-dernier en sciences, juste devant Chypre. Pourquoi les résultats entre PISA et TIMSS sont différents ? On voit notamment que sur le PISA, l'Italie et l'Espagne sont largement derrière nous quand même. Il y a plusieurs raisons. D'abord, on n'évalue pas la même chose dans PISA et dans TIMSS. Dans PISA, comme je disais tout à l'heure, on évalue les compétences scientifiques, mais aussi la compréhension de l'écrit et un petit peu aussi les compétences mathématiques. Dans TIMSS, c'est vraiment une évaluation disciplinaire, c'est-à-dire qu'on évalue ce qu'ils ont appris à l'école en maths. Donc c'est beaucoup plus précis comme évaluation. Et donc, en gros, c'est sur les fondamentaux. Sur sur les fondamentaux, sur ce qui est considéré comme un socle commun international, puisque c'est un classement qui se fait international. Mais donc c'est une évaluation qui est, le TIMSS, c'est une évaluation des compétences en mathématiques, de ce qu'ils ont appris à l'école en mathématiques. Le PISA, c'est, comme je le disais, à la fois ce qu'ils ont appris à l'école, mais aussi la façon dont ils peuvent le réinvestir dans les champs courants. Donc en gros, le TIMSS, c'est sur les enfants de 10 ans qu'a été réalisé ce test. PISA, c'est sur ceux de 15 ans. Donc en gros, on va dire qu'il y a une évolution entre l'apprentissage des fondamentaux et la mise en application des fondamentaux qui est plutôt prônée par le PISA. Sans doute, oui, mais après, il faut prendre en compte que les enfants qui sont testés actuellement à 10 ans, on ne sait pas ce qu'ils vont donner quand ils auront 15 ans. Ils seront peut-être... Justement, là vient ma question. Est-ce que ça signifie que la position de la France va continuer à chuter un peu dans ce type de classement ? Si on ne fait rien, dans le sens... oui, si on ne fait rien, oui, je pense. Mais je pense que quand même, il y a actuellement des réformes qui sont en cours. Il y en a sans doute. Les classements là ont déclenché une grande émotion dans la classe politique. Donc on peut espérer qu'ils vont faire quelque chose. Enfin, en tout cas, quelque chose d'autre que de se renvoyer la balle en disant c'est la faute de la gauche, c'est la faute de la droite. Parce qu'en tout cas, depuis 10, 15 ans, 20 ans, les réformes engagés par des gouvernements de droite comme de gauche vont dans le même sens. Donc il ne faut pas qu'ils se renvoient la balle comme ça, il faut qu'ils prennent le constat pour ce qu'il est et qu'ils réagissent et qu'ils fassent quelque chose qui permette de remonter. Justement. Et justement, selon vous, quelle est la solution à ce problème ? Alors, la solution, si je l'avais... je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi qu'il faut prendre les choses à la racine, c'est-à-dire qu'il faut former correctement les maîtres, c'est-à-dire à la fois les professeurs des écoles et les enseignants tout au long de leur carrière. Il faut savoir qu'en France, la formation continue des enseignants, c'est inexistant pratiquement.
Donc là, par exemple, pour la mise en place de la réforme des collèges, qui, à entendre la ministre, va aller dans le bon sens et permettra de remonter les classements, etc. Mais elle n'a fait l'objet de formation des professeurs que de façon extrêmement minime. Enfin, je veux dire, ils ont eu au mieux une journée de formation pour une réforme qui remet en cause beaucoup de leur pratique pédagogique, beaucoup des contenus enseignés. Donc, au point de vue formation continue, on est nul. Et justement, donc là, vous me parlez de la formation continue. Le pays qui est en tête de ce classement PISA, c'est Singapour, et on sait qu'il est très proche de ses professeurs. Ils sont tout le temps sur un mode d'évaluation, ils sont tout le temps en formation. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt prendre exemple sur ces pays asiatiques qui sont Singapour, ou même la Corée, même Taïwan ou Hong Kong Alors, pour ce qui est de prendre modèle sur les autres pays, il faut faire attention aussi à ce que je disais tout à l'heure, on a aussi une culture à préserver, on ne va pas copier purement et simplement un modèle. Par contre, sur le plan de la formation continue, je pense qu'on peut s'inspirer à peu près de n'importe qui, parce que je pense que là, pour le coup, on est bon dernier partout. Donc oui, un pays comme Singapour, dans lequel les maîtres sont formés en permanence et pour lesquels la formation fait partie du métier, oui, je pense que là, on peut regarder effectivement comment ils s'y prennent. Et justement, ils ont une augmentation ils se sont améliorés au niveau des places dans le classement PISA depuis plusieurs années. On voit qu'en 2006, ils n'étaient pas présents dans le top 10 et maintenant, ils sont leaders partout. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution qu'ils ont adaptée ou est-ce que justement, c'est une situation qui va pas durer malheureusement? Non, je pense qu'en formant les maîtres, on joue sur le long terme. Et ça, c'est à mettre justement en regard de ce qui s'est passé dans un pays comme la Finlande, dont on nous a rebattu les oreilles pendant des années en disant le modèle finlandais par-ci par-là. La Finlande, on constate qu'après s'être améliorée en faisant des réformes après un mauvais classement, maintenant, ils sont en train de stagner, voire de descendre. Donc, c'est pas en faisant l'équivalent d'un bachotage bête et méchant, là, en se disant, bon, voyons, qu'est-ce qu'ils posent comme question sur le classement PISA? On va former nos gamins à répondre correctement à des questions du type PISA, donc c'est plus de l'apprentissage fondamental, c'est juste de l'apprentissage type bachotage sur des items qui ressemblent au classement PISA. Alors évidemment, on forme bien au classement PISA, mais on ne forme pas à tout le reste de la vie. Alors que la formation, comme ils font à Singapour, la formation des enseignants, oui, ça c'est quelque chose qui mise sur le long terme. Dernière question, justement en Europe, donc la Finlande reste malgré tout dans le top, Oui, numéro 2, mais il y a surtout l'Estonie qui ressort. Et justement, est-ce que leur système éducatif est aussi à prendre plus ou moins en exemple? L'Estonie, c'est un petit pays au sens des effectifs, donc je pense qu'on ne peut pas. Là, il y a une différence d'échelle. On ne peut pas s'inspirer d'un modèle qui fonctionne sur des effectifs aussi faibles. Enfin, on peut regarder de près justement, peut-être regarder quels sont les facteurs qui peuvent s'étendre et passer l'augmentation d'échelle, mais je ne pense pas qu'on puisse copier directement un système comme l'Estonie. Encore une fois, on a une grande tradition aussi à défendre et un bon coup de formation continue des enseignants et puis c'est gagné, quoi. Il faut voir les choses de cette façon. Très bien. Madame Bonnet, merci d'avoir répondu à nos questions. Okay. J'espère que cet entretien vous aura éclairé sur le sujet. Retrouvons-nous très rapidement pour une autre interview Copus. Au revoir.